Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 43 de Vivant, le sens de la vie, avec Sandra Meunier. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet de tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant où aujourd'hui je reçois Sandra Meunier, fondatrice des Nétoiles et de l'association Terre de Joie. Pour ce dernier épisode de la saison, je vous propose de prendre une bouffée d'amour et de joie avec celle qui va enfin répondre à la question que l'on se pose depuis le début du podcast. Quel est le sens de la vie ? Promis, vous aurez une réponse à cette question. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Sandra Meunier. Bonjour Sandra, bienvenue dans Vivant. Je suis ravi, tu n'as pas idée, vraiment, hyper heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment ça va déjà ? Là, maintenant, ça va. Super. Super, moi aussi. Bon, pour ceux qui nous écoutent, on s'est posé la question juste avant, d'où la réponse. Et nous, on sait pourquoi on dit ça. Bref, pour ceux qui ne te connaissent pas, ma chère Sandra, est-ce que tu pourrais te présenter ? Eh bien, je suis art-thérapeute. Alors, me présenter, on pourrait se présenter de plein de façons. Hein. Je vais me présenter professionnellement. Je suis fondatrice d'un mouvement qui s'appelle Nétoiles, N-E-Z-T-O-I-L-E-S, Nétoiles. Si on ne peut pas avec pour devise, et si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard qu'on a sur elle. Et donc, ça fait 20 ans que j'ai créé un personnage qui s'appelle Annabelle. Et Annabelle était dédiée aux endroits de souffrance, de grande souffrance. Et je l'ai amenée dans les hôpitaux et notamment en soins palliatifs. Voilà, ça c'est une partie de ce que je fais. Et cette partie, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, en tout cas. On va pas y aller par 4 chemins. Moi, j'ai assisté à ton spectacle-conférence dans un festival à Nantes, La mort si on en parlait. Je ne saurais décrire vraiment ce que j'ai ressenti à la sortie de ça. Enfin voilà, je t'ai laissé un message vocal spontané sur Instagram complètement renversé. Voilà. Et c'est pour ça qu'on discute aujourd'hui. Ça t'est venu comment cette aventure, cette idée un peu folle, on peut le dire. D'amener de la joie là où il y a la mort. Non, je parlais pas de ça. De donner des conférences spectacles, c'est ça ? Ouais, tu vois, conférence spectacle sur la mort, un sujet très très simple dans notre société, on est d'accord ? C'est ça. En fait, ça m'est venu, ça m'est pas venu en fait, parce qu'on me l'a demandé. C'était des soignants. Au bout de quelques années de travail à l'hôpital, on m'a demandé de raconter ce que je vivais à l'hôpital. Et puis j'ai dit, d'accord, je vais venir raconter aux étudiants. Puis ils m'ont dit, ah non, mais pas en Sandra, en Annabelle. Ah, d'accord. Donc c'est devenu une conférence spectacle. Et voilà, ça a commencé il y a peut-être, je sais pas, 15 ans, quelque chose comme ça. Et puis après, mes conférences spectacles, elles sont devenues, alors elles ont été beaucoup réservées au milieu des soignants, et puis après, elles sont devenues aussi grand public. Et pour moi, c'était l'occasion de réfléchir ensemble sur la question de la mort, de l'accompagnement, et voilà, de sensibiliser le large public à ce sujet. Et j'espère avoir moins peur de ces moments-là, et avoir moins peur de la mort. Donc, tant mieux, je sais que ça t'avait bouleversé et ça m'a fait bien plaisir parce que quand je sens ça, c'est que tu as une grande ouverture de cœur. C'est à ça que je ressens les gens très ouverts. Et tant mieux si ça bouleverse parce qu'on parle quand même de sujets très profonds. Et j'ai envie aussi de bouleverser les personnes dans la salle. Je me dis toujours que s'ils vivent une expérience très forte émotionnellement et dans tout leur être, ils ne vont jamais l'oublier et peut-être que c'est une petite graine qui pourrait donner une jolie fleur après. Donc, tu es devenue une jolie fleur, alors ça veut dire ça ? Bah ouais, t'as tout compris. Complètement ça. Complètement ça. Non, mais c'est assez fascinant. Le personnage d'Annabelle, du coup, au départ, c'est né comment ? Parce qu'il y a 20 ans, t'étais Ouais, c'est ça. hyper en avance sur ton temps, clairement, et tu l'es toujours. C'est Mais... ça. Annabelle,
Elle est venue quand j'étais formée en art-thérapie et j'ai commencé à travailler à l'hôpital, mais je travaillais en Sandra. Et puis, on m'a demandé on m'a dit, mais vous n'avez pas un personnage? Vous n'êtes pas clown dans la vie? Alors, j'ai dit, bah, je travaille un personnage. Ah, mais amenez-le à l'hôpital. Et je me suis dit, ouh, est-ce qu'on ne va pas penser que j'infantilise les personnes, ce qui serait dramatique pour moi? Je déteste qu'on infantilise. Et puis, j'ai pensé à Chaplin, j'ai pensé vraiment au grand, en fait, au grand clown. Et je dis, bah oui, je vais l'amener. Et puis, et donc, Annabelle a tout de suite été dans le milieu du soin parce qu'elle venait juste de sortir sûrement en cours de théâtre. Et mon personnage d'Annabelle, c'est une sorte d'elfe, donc qui vient de la nature et qui est très libre et très amoureuse et qui a plein de messages à donner. Donc, je suis arrivée comme ça. Tout simplement. Ouais, tout simplement. Et là, ça a été extraordinaire. C'est-à-dire que les patients que j'avais pu voir en Sandra qui ne me disaient rien de leur vie intérieure, et je me disais même, parce que j'étais en neurologie, je me dis, tiens, ils ne doivent pas être conscients d'être à l'hôpital, ils ne doivent pas être conscients d'une souffrance quelque part. Mais alors, quand je suis arrivée en Annabelle, alors là, ils m'ont tout raconté, leur désespoir, leurs angoisses, et puis on a ri aussi. En fait, on a fait quelque chose de tout ça. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, pourquoi il ne parle pas à Sandra, il parle à Annabelle? Quel est cet espace de liberté que j'offre? Pourquoi c'est plus à elle qu'on va parler? Et je dis, bah, moi, je suis OK. Je veux bien qu'on lui parle plus à elle. Et puis, en tout cas, l'avantage, c'est qu'elle transmet une légèreté que j'ai peut-être un peu plus de mal à transmettre si j'étais en Sandra. Là, je suis quand même assez sérieuse. En Annabelle, c'est tout de suite moins sérieux. Et du coup, le pas sérieux est très important dans la rencontre aussi. Enfin, ne pas croire qu'on est ce personnage qu'on est, quoi, en fait. Quoi. Ne pas se... C'est pas, mais ouais, c'est ça. On n'est pas que ce personnage-là. On est bien plus. Et du coup, tu l'expliques comment? Le fait qu'il s'ouvre plus à une Annabelle. Ça, c'est vraiment seulement le côté clown, le côté que c'est un personnage vraiment fictif au final et qu'il ne se confie pas vraiment à une personne humaine. Et ça Eh débloque bien, des choses, tu penses? non, mais c'est l'endroit de l'ouverture du cœur. C'est-à-dire que quand on me voit en Annabelle, je suis transformée physiquement. Hein, ce visage pailleté, cette innocence avec laquelle j'aborde les personnes invite à une communication différente. Euh, C'est-à-dire que, oui, j'ai bien compris que c'était le langage innocent et la beauté, en fait, qui ouvrait les cœurs. Alors, c'est pas qu'en Sandra, je ne sois pas belle, mais la beauté d'Annabelle est plus intéressante. C'est une beauté complètement offerte, c'est une beauté sans pudeur, c'est une beauté qui englobe tout. Je ne sais pas, moi, pourquoi on parle plus. En fait, je pense que les personnes ne seraient pas prêtes à recevoir autant d'amour si c'était en moi-même. Alors que quand c'est un personnage, il faut penser, je ne sais pas, même au personnage vraiment de l'enfance. Hein, je ne sais pas, Peter Pan qui viendrait, si c'est un garçon, ou la fée Clochette. Et en fait, on serait complètement OK pour recevoir autant d'amour. On trouverait ça tout à fait normal. Mais si là, je vais à l'hôpital et je suis tout à fait en grand amour avec une personne, on va dire, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Attention, elle a un problème. Mais j'ai pas un problème, je suis en ouverture totale. Et en fait, ça montre que notre société ne peut pas accepter, au niveau des conventions, ne peut pas accepter un être d'amour total. Donc, ça va bien, elle m'aide bien, cette Annabelle. J'en doute pas. Et du coup, tu leur fais quoi, ces gens? Pour ceux qui ne t'ont jamais vu, qui ne t'ont jamais... Ça ressemble à quoi un moment avec toi? À l'hôpital? Ouais, à l'hôpital avec un patient. T'as peut-être des exemples ou je sais pas, ou des anecdotes, des trucs comme ça? C'est un moment d'intimité, je dirais, un moment d'intimité, une intimité immédiate. C'est-à-dire que je ne perds pas de temps. Hein. De toute façon, s'ils sont en fin de vie, il n'y a pas de temps à perdre. Donc, ça veut dire un temps d'intimité où je dis tout de suite, hey, bonjour. Mais comment tu te sens de l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur? Tu pars en voyage? Ah, mais non, mais c'est un voyage d'être là sur un lit d'hôpital. Ouais. Et quel temps fait-il en toi? Voilà, ça peut être un début de rencontre en prenant bien entendu le temps. Et c'est un langage métaphorique. Et je dis en conférence spectacle justement que c'est le langage de l'âme. Et en fait, j'ai un langage voilà, direct de cœur à cœur où on parle de ce qui se passe, quoi. Je ne veux pas commencer à dire comment vous allez, le temps, ceci et cela. Non, mais pas de bavardage. Alors, je déteste le bavardage et j'invite à une proximité de cœur immédiate. Et là, c'est là qu'ils vont me dire quel temps fait-il, peut-être un petit peu orageux.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait de cet orage? On chasse les nuages ou on les accueille? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est en fait, c'est un accompagnement dans l'imaginaire, mais un imaginaire qui ne parle que de soi. Donc, je vais prendre soin de leur état émotionnel. Et puis, si je sens qu'il y a une grande angoisse, par exemple, une angoisse de mort, une angoisse, bien sûr, hein, ça arrive. Et si j'entends angoisse, moi j'entends il faut sécuriser. En fait, c'est un accompagnement créatif, un accompagnement de tout l'être. Et je vais sécuriser la personne si elle se sent en danger. Donc, je vais toujours innocemment, comme mon personnage peut le faire. Je vais, bah, alors imagine, il y a une bulle qui t'entoure, tu respires calmement. C'est peut-être un jardin. Est-ce que tu as un endroit refuge, un endroit où tu vas, où tu es très heureux? Et c'est là que la personne va commencer à construire cet endroit et je vais la mettre en sécurité. Mais en fait, il y a mille propositions. C'est en fonction de l'autre, en fonction de ce que je ressens, moi, de l'autre aussi. Et ça va être une alliance thérapeutique, vraiment. C'est-à-dire que c'est une rencontre très profonde. Et il va falloir qu'ils acceptent de parler quand même à un elfe. Et puis, et s'ils acceptent ça, déjà, ils sont ailleurs. Ils sont dans un autre endroit. Et, et là, on va y mettre de la beauté. Et je vais m'intéresser à où sont les endroits de joie. Parce que je me suis rendu compte que pour aider les personnes avant de mourir, les reconnecter à la joie, c'est peut-être ce qui était le plus important. Alors, j'enquête. Hein, qu'est-ce qui te donne de la joie? Alors, peut-être qu'ils vont me dire, il n'y en a plus beaucoup. Ah, et là, on est ensemble. C'est pas un moment de joie. En fait, je vais essayer de concentrer que la joie, il y a la joie du présent, il y a la joie du passé. Et on va étudier où elle est encore. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il y en a encore beaucoup. Mais que si on n'identifie pas et si on n'arrête pas ce temps, si on n'arrête pas ce temps et qu'on ne profite pas de ce moment, eh ben, la joie, elle nous file entre les doigts. Et c'est comme la vie d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, je suis toujours étonnée de voir que les gens, ils se disent toujours que la vie est passée très vite. Ils n'ont pas forcément réfléchi à la mort. Alors, il y a peu de temps quand même pour se préparer. Et c'est une rencontre en tout cas très très subtil, hein, parce qu'il va falloir sentir là où la personne peut aller. Parfois, elle peut aller dans de grandes joies et parfois, juste un petit sourire sera suffisant. On ne peut pas aller plus loin. Mais peut-être que sourire, c'est déjà très important. Donc, mais j'ai l'habitude de dire aussi que je reconnecte les personnes à ce qu'il y a de plus sacré en elles. Et je pense que c'est profondément ça qu'il faut faire pour les personnes qui vont mourir, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sacré. Et parfois, ce qui est sacré, c'est d'écouter les oiseaux. Alors, on va écouter les oiseaux. Parfois, ce qui est sacré, c'est d'être amoureux. Enfin, c'est l'amour. C'est tout ce qu'ils ont fait avec amour dans leur vie. Alors, on va se rappeler ces moments d'amour. Et puis, parfois, ça peut être Dieu, et ben, on fait la prière. En fait, moi, je suis sans jugement. Je suis dans l'accueil total de ce qu'est la personne et dans ce qu'elle a de plus grand à offrir. Et si on reconnaît la personne à ce qu'elle a de plus grand dans sa vie, ça donne un apaisement avant de mourir, c'est énorme. C'est pour ça que je donne des conférences, parce que je n'ai pas l'impression que ce soit si dur à faire. Par contre, il fallait peut-être y penser. Et c'est pas que j'y ai pas forcément pensé, c'est que c'est les patients, parce que j'ai quand même fait ça pendant 17 ans, et c'est les patients, au fur et à mesure, ils me montraient le chemin. Et moi, je prenais des notes, et j'en ai fait des concepts opératoires, on appelle ça comme ça en art-thérapie. J'en ai tiré vraiment et puis tout un enseignement. Je me suis dit, mais si ça marche, et si ça peut être reproductible, eh ben, il faut que je le dise. Alors, je le dis. Et tu formes d'autres personnes à faire pareil que toi. Exactement. Donc, actuellement, on doit être peut-être 12 étoiles hein, dans toute la France et je donne régulièrement des formations. Alors, quand on vit une formation, c'est bien sûr que le rêve, c'est de devenir une étoile. Et moi, je dis toujours que c'est pas ça le plus important. On ne sait pas pourquoi on fait la formation. La formation, elle peut être aussi pour se réparer, pour retrouver aussi plus de joie, pour être... enfin, bref. Et puis, en même temps, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ça reste mystérieux. On ne le sait pas encore et on va le découvrir au fur et à mesure de ces stages. Mais oui, heureusement que je me suis dit que ça me donnait tellement de joie ce métier, ça donne tellement de joie aux personnes qui sont à l'hôpital qu'il fallait vraiment que ce soit reproductible. Donc heureusement, c'est reproductible. Et ça, c'est chouette. 2 questions pour toi. Attention, Philosophie Magazine, bonjour. Ouais. C'est quoi pour toi le sens de la vie? Ah oui, quand même. Ah ouais, Le je t'avais sens. dit, hein, Philosophie Magazine. Oui, c'est ça.
Le sens de la vie, pour moi, en tout cas, c'est une opportunité d'apprendre, hein, une croissance. Le sens de la vie, pour moi, c'est, c'est apprendre à ne plus être dans la dualité, on va dire. Apprendre. C'est dur, mais le sens de la vie profondément, hein, pour moi, c'est aimer de manière inconditionnelle. C'est apprendre à. C'est apprendre aussi les lois de la Terre, hein, qui sont des lois particulières quand même, avec quelque chose de physique. Hein. Il y a du carré, hein, dans la Terre. Et en même temps, c'est peut-être faire rentrer une étoile. Enfin, un carré dans une étoile, c'est plus dur, mais en tout cas, je pense, pour moi, le sens de la vie, c'est découvrir qu'on est profondément un être lumineux et qu'on peut offrir le meilleur à la Terre. Oui, et on peut, en tout cas, moi, le sens de ma vie, le sens que j'y donne, c'est comment je peux faire pour offrir le plus grand à la Terre. Alors, il faut que je me connecte à ce qu'il y a de plus grand en moi et je vais aller l'offrir. C'est le sens que j'y ai mis. Et je serai en paix si j'ai l'impression d'avoir donné le maximum et d'avoir aimé au maximum. Je pense que c'est ça le sens. Ouais. Mais se pacifier, pour moi, une vie, c'est. Alors après, il y en a qui pensent aussi qu'il y a plusieurs vies, hein, je laisse les mystères. Mais en tout cas, dans une vie, se pacifier et être en paix avec tous, avec ce qu'on fait, avec les gens. Waouh, c'est déjà un sacré sens quand même. Ouais, c'est déjà un sacré travail, tout ça. Et oui, en fait, le sens de la vie, ouais, c'est quand même du boulot. Hein. C'est peut-être. Ouais, et ben justement, peut-être le sens, c'est comme dit Confucius, là, extraire la joie en tout. Oui, c'est de voir par-delà les illusions, c'est de savourer, mais savourer le présent, savourer chaque présent. C'est déjà énorme, vraiment, d'avoir conscience du temps qui passe et d'en faire une œuvre d'art. Ouais. C'est très chouette. C'est quoi ton regard sur la mort, du coup? Et c'est la dernière question Philosophie Magazine, après j'arrête. Hein. Alors pour moi, la mort est un passage. Le regard que j'ai sur la mort, la mort, c'est un passage. C'est comme la naissance, c'est-à-dire que quand on naît, ce n'est pas forcément facile, hein, de naître. Et ce n'est pas forcément facile de mourir. Mais c'est pas parce que c'est pas facile que la mort est dramatique. Pour moi, en tout cas, la mort, je vois comme ça quelque chose de très, très lumineux. Pour moi, la mort, c'est un passage vers quelque chose où justement, tout à l'heure, je parlais d'unité. Je pense que le petit ego ne résiste pas et tant mieux. Pour moi, c'est la mort de l'ego pour rejoindre quelque chose de plus vaste. Donc, la mort... La mort, qu'est-ce que la mort? C'est la mort de l'ego déjà. Mais est-ce que c'est la mort d'autre chose? Moi, je pense qu'on a une âme, donc je pense que l'âme survit. Et je pense que notre petite histoire, par contre, s'en va. On ne part pas avec notre petite histoire. C'est fini notre petite histoire. On va en rejoindre une plus grande et puis après, je laisse le mystère. Hein. Affaire à suivre, messieurs, dames. Vous verrez. Voilà, vous verrez. Vous verrez bien. Hein. Vous verrez bien. Lors de ton spectacle, il y a plein de moments qui m'ont marqué. Il y a un moment qui m'a marqué plus que les autres, du coup. C'est celui... Alors, attendez la réponse de Sandra avant de partir en cacahuète, hein, messieurs, dames qui écoutez. C'est celui où tu as fait mourir littéralement toute la salle. Mais ça va pas la tête. Alors moi, j'ai trouvé ça super. Je pratique la méditation depuis un sacré paquet d'années, etc. Mais alors là, c'était encore différent qu'une méditation, je dirais, traditionnelle, tu vois, où, peu importe le type de méditation et peu importe à quoi tu te connectes, etc. Ça avait un degré super et je me suis dit, mais chouette, je pourrais mourir à la minute là, trop bien. Oh, c'est chouette d'entendre ça. Non mais c'est vrai, hein, vraiment, 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 vraiment. Alors, tant mieux que tu aies senti ça, parce qu'il y en a qui ne sentent pas ça. Hein. Il y en a qui se disent « Ouh là là, mais je suis pas du tout prêt là !» Donc, c'est peut-être aussi un bilan. J'aime beaucoup mes conférences, je sais qu'elles sont confrontantes et j'aime bien, parce que c'est intéressant de savoir pourquoi on ne serait pas prêt à mourir, qu'est-ce qu'on n'a pas terminé, pourquoi on ne sait pas. Alors, si on n'est pas prêt, peut-être finir, parce que pourquoi? Alors, des fois, on a des enfants, on n'est pas prêt. D'ailleurs, c'est intéressant, si tu as des enfants, tu étais quand même prêt.
Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, Ah, deux, c'est oui. Ouais, 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 ouais. deux enfants. Et en fait, je me suis dit, ben, tu fais visualiser certaines choses, hein, des choses qui, en étant très large, donc du coup, chacun voit ce qu'il veut, etc. Et du coup, moi, enfin, tu vois, j'ai vu la relation que j'avais avec ma femme depuis combien de temps maintenant, chérie, quasiment 16 ans, mes deux enfants, etc. Et ce que j'avais construit, etc. Même si ce que j'ai construit n'a entre guillemets pas d'importance à une certaine échelle, hein, on est d'accord. Et j'ai trouvé ça chouette. Je me suis dit, bah cool. Bon, sur le principe, demain j'apprends que je meurs, je vais être un peu déçu parce que je me dis merde, quand même, encore un peu de trucs à faire, je pense. Mais sur le moment, trop bien. Enfin, je me Ah suis ouais. senti vraiment, vraiment bien. Et ça m'a fait du bien de me sentir vraiment bien. Tu vois, je me suis dit, bah, peut-être qu'il y a. Ça, c'est cool. Eh ben, rien que pour cet instant, ça valait le coup de vivre la conférence. Parce que si tu penses que on peut être bien avant de mourir, oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais ça veut dire que quand même, tu es relativement en paix avec ta vie. Donc ça, c'est chouette. Après, on peut ne pas avoir envie de mourir parce qu'on laisse les siens. Et voilà, il y a une tristesse et ça, c'est normal. Et c'est une autre chose que de pas avoir envie de mourir parce qu'on se dit, ouh là là, j'ai quand même encore des gros dossiers. Là, j'ai des valises bien pleines. Et il faut vraiment, ouh là là, il faut que quoi alors? Et j'espère qu'on se pose des questions après. Ouais, bah c'est très bien. Et, et peut-être qu'on se dit aussi, est-ce que c'est si dur que ça de mourir? Je ne sais pas si c'est si dur en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, alors je ne sais pas. Si, je sais un peu. Je sais que c'est dur. Mais ça n'est pas tant que ça si on est vraiment totalement dans le lâcher prise. Donc tant mieux si tu fais de la méditation. Je pense que la méditation aide à lâcher prise. Et puis je pense que la vie nous apprend d'ailleurs, entre parenthèses, à lâcher prise sans arrêt. Et voilà. Et en fait, c'est le grand lâcher prise, la mort. Et parfois, on n'est pas prêt. Et puis parfois, les gens ils sont tellement fatigués avant de mourir. Ils sont complètement prêts à lâcher prise. Il faut savoir qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Le temps est venu. Et quand on est complètement OK avec ça, alors là, je peux te dire, hein, j'ai vu des patients qui vivaient vraiment de grandes joies. Si le corps ne souffre pas trop, bien entendu, je mets quand même ce bémol. Et donc, c'est peut-être ça que j'ai envie aussi d'aller voir chez les gens. C'est qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Est-ce que c'est OK maintenant? Eh ben, vas-y. Et c'est un entraînement. C'est un bel entraînement parce qu'après, on revient. Mais tu as vu, je mets un bémol quand même avant. Parce qu'avant, je ne mettais pas de bémol. Je disais, bon, alors maintenant, on y va, on va mourir tous ensemble. Maintenant, je dis quand même que si c'est trop fort, on ouvre les yeux, puis on va en parler après à un thérapeute. On n'a pas voulu mourir. Pourquoi? Mais je mets comme un bémol. Je ne voudrais pas que ce soit trop fort. L'idée n'est pas de traumatiser les gens. L'idée est bah oui, de les préparer. Mm. Ouais, les préparer à cette grande question, en fait. Alors, messieurs, dames, au même moment où Sandra dit ces mots, il y a une lumière qui te tombe dessus. Voilà. Et au moment où je dis ça, c'est fini. Voilà. Vous la prenez comme vous voulez. Certains diront que c'est un Vélux, d'autres diront que c'est autre chose. Ben oui, c'est que je prends la lumière, ouais, par moment. Ouais, j'ai des douches de lumière. Il y a autre chose que tu fais de très chouette, c'est que tu vas aussi dans les écoles et que tu vas parler à nos enfants. Tu peux Ouais. nous en dire un mot de ça? Parce que moi, je trouve ça vraiment top. Et pour moi, c'est vraiment la suite. C'est-à-dire, c'est pour ça que tout à l'heure, je me présentais et je parlais surtout de ce que j'ai fait à l'hôpital. Mais à un moment donné, d'avoir accompagné autant les personnes avant de mourir, cette question de la joie était essentielle, hein. Quel est le sens de la vie? Est-ce qu'il y a eu de la joie? Et après, je me suis dit, ouh là là, il faudrait peut-être le dire aux enfants tout de suite, que la joie, avant tout, elle est intérieure, que la joie, c'est la joie de donner, la joie de partager, c'est la joie euh, ouais, de devenir un héros de la joie, c'est-à-dire celui qui sait prendre soin de lui et qui sait prendre soin de la classe. Ça, c'est merveilleux comme expérience. Et je me dis que si on amène du coopératif et non pas du compétitif, et si on amène les enfants à sentir cette joie d'être ensemble et avec des pratiques méditatives créatives, waouh, ça laisse envisager une jolie génération. Et je me dis d'ailleurs qu'ils n'ont pas assez médité les anciennes générations pour voir nos résultats d'élection. Là. Il y a quelque chose qu'on a loupé. Et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui partent de l'éducation. Donc oui, oui, j'ai créé un jeu qui s'appelle Terre de joie. Et pour moi, c'est la suite de N'Étoile, vraiment. Et c'est la suite, ça va avec. D'aller parler aux enfants ou d'aller parler à une personne qui va mourir. Et ben voilà, on a fait le tour. Et tu parlais du sens de la vie, ben, je crois que le sens, il y est. Hein. Pour moi, il y a vraiment du sens. Donc c'est merveilleux ce que je fais avec les enfants. Ouais.
Donc d'ailleurs, je suis éditée chez Nathan. Oui, c'est quand même assez incroyable. Ça montre quand même, je le dis parce que ça montre quand même une avancée de la pensée. C'est-à-dire que j'ai pas été éditée chez des éditeurs déjà convaincus par des pratiques, je sais pas, de pleine conscience, des choses comme ça. Non, non, non. J'ai été convaincre quand même une boîte qui est vraiment qui est très impliquée dans la pédagogie. Et ils ont été convaincus que oui, éduquer à la joie, ça avait son sens maintenant. Bon, maintenant, il faut juste que les professeurs, que ça aille jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on pense que ça a un sens et il faut le faire, il faut le faire, il faut changer nos énergies en ce moment. Il faut être un peu plus heureux ensemble. Je confirme. Messieurs, dames, méditez. Voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est, envoyez-moi un message, je vous expliquerai. Mais méditer, ça fait drôlement du bien. Bon, bah chouette. Je me sens tout chaud dans ta compagnie. Hein. Et tu sais quoi? C'est vraiment... Enfin, ça me surprend pas, hein, pas du tout. Mais tu es la première personne, depuis que je fais ce podcast, donc du coup, depuis quand même un petit... Enfin, pas un paquet d'épisodes, mais quand même un petit paquet quand même, qui, quand je lui parle en visio, me regarde dans les yeux. Ah oui. Mais ça n'arrive Alors, jamais, mais ça n'arrive jamais. Mais ah oui, oui, les gens regardent leur écran et tout. oui, mais tu sais pourquoi? C'est que oui, mais la caméra, tu sais, elle est juste au-dessus. Donc pour moi, c'est important de voir dans les yeux, mais parce que d'abord, j'adore regarder dans les yeux. Et quand je suis à l'hôpital, c'est une partie de la pratique, si tu veux. On se regarde dans les yeux, et c'est une grande partie de l'accompagnement. Et je pense que par le regard, il est déjà, ouais, on vit quelque chose, quoi. Ah oui, tu m'étonnes. Il y a très peu de gens qui se regardent dans les yeux, ne serait-ce que dans une conversation classique, ça se regarde pas. Ou Ouais. pas très longtemps. Tenir un regard, c'est pas évident. Hein. Et tu as vu que dans la conférence, j'ai proposé ça, qu'on se regarde Oui, davantage. je sais, c'est une petite perche, mais Ah ouais. discrète. Et alors, c'était bien ça, de se regarder d'amour total? Oh, c'était chelou, mais c'était trop bien. Et j'aime bien proposer ça parce que parfois dans la salle, il y a des amoureux qui sont là. Et ben peut-être que ça fait combien d'années qu'ils se sont pas regardés d'amour total comme ça. Et des fois aussi, il peut y avoir, je sais pas, un papa ou une maman avec sa fille, mais je veux dire, sa fille qui a 50 ans. Et j'adore ces regards d'amour. Il y en a beaucoup qui pleurent. Hein. Ouais. Parce que pourquoi on lâche le regard? Et c'est pareil qu'à l'hôpital. Je pense qu'on lâche le regard parce qu'on a peur aussi. On est envahi d'émotions. Et en fait, les gens à l'hôpital me le disaient en me disant, mais oui, ils avaient l'impression qu'on ne regarde pas assez. Attention, le regard fuyant, quand on est hospitalisé, on le sent bien. Hein, le regard qui peut pas être là. Et ça fait partie de l'accompagnement. Donc, c'est pour ça que je propose ça aux soignants, je propose ça au grand public. Et si on se regardait d'amour total. Est-ce que tu aurais des... Est-ce que toi, il y a des livres ou des ressources ou des documentaires, enfin je sais pas, mais des choses en tout cas qui t'ont marqué dans ton parcours et que tu aimerais partager? Oui, bien sûr il y a des livres, en tout cas, il y a des influences. En tout cas, pour tout ce qui est amener de la paix, une réflexion profonde sur ouais, la pacification d'une manière très simple. Hein. Moi, je suis beaucoup dans la simplicité. Justement, je ne vais pas citer des livres compliqués. Je dirais que les livres, en général, de Thich Nhat Hanh, il faudra l'écrire en dessous. Hein, c'est compliqué à Je le écrire. ferai, ça sera fait. Voilà, Thich Nhat Hanh a écrit, il vient juste de mourir, c'est un grand enseignant bouddhiste, je trouve qu'il est complètement accessible et il m'a beaucoup accompagné dans mes pratiques parce que il m'a incité à être créatif autour de la joie silence, la joie paix, la joie méditation. Il a des magnifiques pratiques, donc ça, j'encourage ces lectures-là. Bien sûr, tout ce qui est sur la question de la mort, la question, la question des NDE, des morts cliniques, ça me semble vraiment important. Donc, bien sûr, les premiers travaux de Moody, mais il y a tellement de choses qu'on peut voir. Et d'ailleurs aussi sur YouTube, hein, on fait mort clinique, NDE, et on voit beaucoup de choses. Très intéressant quand même de se poser la question et d'aller regarder ceux qui ont vécu quand même ces expériences, qui sont morts quelques instants. Ouais, ça me semble. Il y a Ben Alexander qui a fait un très bon. Il y en a plein, il y en a plein des livres un peu comme ça. Et puis, ouais, c'est ceux qui me viennent. Bien sûr, pour moi, la pionnière aux États-Unis, Elisabeth Kubler-Ross. Elisabeth Kubler-Ross, elle est vraiment très intéressante. Et notamment, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille, le livre son autobiographie, qui est très, très belle. On voit toute sa profondeur, les questions qu'elle s'est posées. Et puis sinon, sur la réflexion, un très très beau livre qui nous donne de l'espoir sur la mort. Alors pas sur la souffrance du corps, parce qu'on voit qu'elle a beaucoup souffert, mais sur ce qui se passe quand on s'apprête à mourir. C'est le dernier fragment d'un long voyage de Christiane Singer, qui est un livre de toute beauté. Et là,
Là, on mesure, enfin, on est avec elle sur son lit de fin de vie et c'est juste magnifique, magnifique. Et justement, on voit son expérience quand elle explique son lâcher-prise parce qu'elle souffre beaucoup physiquement et d'un seul coup, elle se met à lâcher parce qu'il n'y a plus de souffrance et elle lâche et elle dit, mais j'ai compris, nous sommes amour. Donc, c'est des magnifiques témoignages et je pense qu'ils peuvent nous apaiser. Hein, si les personnes qui nous écoutent sont angoissées par rapport à la mort, bah, je pense que quand on lit ça, ça apaise bien, quoi. Je pense que le plus important, c'est quand même de s'apaiser. D'ailleurs, c'est Thich Nhat Hanh qui le disait. Il disait que tous les jours, il fallait qu'on médite par rapport à la question de la mort. Tant qu'on a peur de mourir, on ne va pas bien vivre. Et c'est pas faux, cette histoire. Et que la vie et la mort sont vraiment liées. Et même dans mon histoire, parce que moi, à 20 ans, j'ai failli mourir. Et c'est parce que j'ai eu l'expérience vraiment de cette proximité de la mort que je me suis aussi autorisée à vivre. Et 7 ans plus tard, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Mais bon sang, mais cette vie, il faut que je la savoure, il faut que je l'offre, il faut que j'en fasse un... Il faut que je me la donne, cette vie. Parce qu'on peut aussi vivre et pas vivre. Donc, j'encourage aussi tout un chemin intérieur sur qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Et qu'est-ce qu'on fait de cette vie? Ça me semble être la chose la plus importante, mais vraiment. Mais il faudrait que régulièrement on se remette en question. Et c'est ce que je dis d'ailleurs, moi, quand je prends l'avion, à chaque fois, je me dis, est-ce que je suis prête à mourir? Et j'aime poser cette question. Parce que ça veut dire, est-ce que j'ai assez vécu? Est-ce que ma vie était pleine? Elle était pleine de sens, elle était riche. Donc, cette question quand même de la vie et de la mort, pour moi, c'est imbriqué. Parce que la mort, c'est la vie aussi. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose, je dirais en mot de la fin? Je ne sais pas ce qu'on peut rajouter. Je dirais que offrons vraiment, c'est ce que je dis souvent, offrons la meilleure version de nous-mêmes. Si chacun, dans notre quotidien, on pouvait réfléchir tous les jours en disant, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que j'offre le plus grand, le plus beau, avec le plus d'amour? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ouais, pour moi, si vraiment, si tu me fais réfléchir à la question de la mort, c'est aussi, et toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Donc, j'ai envie de poser la question aux auditeurs. Alors, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et puis surtout, le plus important, n'aie pas peur. N'aie pas peur de vivre. Voilà, ça me semble important. Plutôt que n'aie pas peur de mourir, moi, je dirais le contraire. Enfin, je dirais pas le contraire, ça va ensemble. N'aie pas peur de vivre. Ça te va comme conclusion? C'est super, c'est super. De toute façon, c'est toute la philosophie, je pense, de ce podcast, au final. Hein. Tant de personnes sont passées proches de la mort pour avoir des déclics, nom de Dieu, ou des morts ou épreuves difficiles, hein, peu importe. Hein, ça peut être toute transition de vie, finalement. Si difficile pour à un moment donné se dire putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? C'est quoi cette merde que je suis en train de faire? Donc, les gens, continuez de vivre, continuez de prendre soin de vous, de ceux que vous aimez, même de ceux que vous ne connaissez pas. Même ceux que vous n'aimez pas. Bon, là, je sais, c'est le gros travail. Non, c'est vrai, tu as raison. Oui, mais c'est ça va ensemble. Aimer même ceux que vous n'aimez pas. A priori, c'est important. Et sentez pourquoi vous ne les aimez pas. Et allez réparer cet endroit-là pour les aimer, justement. Là, si on pouvait faire ça, ça serait chouette. Bon, merci beaucoup Sandra pour ce chouette moment. Je pense que ce moment tout chose, ouais, bah oui, c'est ça. Ce moment tout chose. J'espère que vous sentez ça chez vous. Et si vous avez senti quelque chose de particulier, envoyez un message à Sandra. Envoyez-moi un message. Dites-nous que ça vous a fait du bien. Dites-nous que vous avez trouvé ça nul aussi. Hein, si vous avez trouvé ça complètement nul, c'est pas grave. C'est ça, mais donne-leur mes sites, sandrameunier.com. C'est ce que j'allais te demander pour finir. J'allais te dire, mais comment les gens peuvent rentrer en contact avec toi et en savoir plus sur Terre de Joie et le reste? Et c'est ça, et puis oui, surtout d'être inspiré. Moi, j'ai envie de dire, inspirons-nous. Alors, si jamais je peux être une source d'inspiration, peut-être que vous aussi, vous pouvez l'être pour moi. Ça serait fantastique, ça. Donc, vous allez sur mon site sandrameunier.com, MEUNIER, et sinon, vous avez terredejoie.com, et bien sûr, netoile.com, où on les voit toutes, elles sont belles, et vous allez comprendre... Vous allez tout comprendre en allant sur le site, en les voyant aussi belles. Pourquoi la beauté, ça ouvre le cœur et ça apaise. Et si vous avez un jour l'occasion d'aller voir une conférence spectacle de Sandra, franchement, allez-y, ça va vous changer la vie. Ça va vous changer la mort aussi, mais ça va vous changer la vie. C'est le plus important. Bon, à très vite Sandra, prends soin de toi. Ouais, merci, prends soin de toi, prenez bien soin de vous.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était le dernier épisode de la saison 3 de Vivant. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été nombreux et nombreuses à suivre le podcast, à l'animer et à le soutenir. Voilà, au moment où je vous parle, je ne sais pas s'il y aura de 4e saison à Vivant. Je pense que oui, mais en tout cas pas dans l'immédiat, pas dans les mois ou dans les semaines qui viennent, sauf surprise. Voilà. Mais je tiens vraiment à vous remercier voilà, du fond du cœur d'avoir été présent, d'avoir écouté tous les épisodes avec attention. Si vous n'avez pas encore écouté tous les épisodes, c'est peut-être le moment de revenir un petit peu en arrière et de redécouvrir la genèse de ce qu'a été Vivant. Pour ma part, c'était une aventure incroyable qui m'a fait énormément progresser de plein de points de vue différents. Bref, voilà. Je vous aime, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.